Un pays sans mer, sans pétrole, mais en mouvement brutal. Au Burkina Faso, des projets concrets ont remplacé les promesses, créant un contraste net entre dépendance passée et action présente. Que signifie ce basculement pour ceux qui regardent de loin et pourquoi le nom d'Ibrahim Traoré oblige-t-il à reconsidérer l'idée même de souveraineté aujourd'hui? Si cette trajectoire tient, elle pourrait redéfinir ce que l'indépendance veut dire au XXIe siècle. L'histoire qui suit n'est pas une célébration automatique ni une condamnation facile. Elle est une lecture structurée d'un pari politique. Remplacer l'assistance par l'initiative et faire de la souveraineté une mécanique quotidienne plutôt qu'un slogan. Pour le public, l'enjeu est simple: comprendre un modèle d'action. Ce pari repose sur des gestes visibles: route, énergie et transformation agricole. Mais il entraîne aussi une zone de risque rarement dite clairement. D'un côté, l'autonomie affichée peut renforcer la dignité collective et stabiliser des secteurs entiers en créant des emplois locaux. De l'autre, l'accélération des chantiers peut exposer le pays à des contraintes de financement, à des tensions de gouvernance et à des pressions extérieures qui cherchent à conserver leur influence. Ibrahim Traoré est au centre de cette séquence, non comme symbole isolé, mais comme point de convergence d'attentes populaires et de réactions internationales. La question n'est pas seulement réussite ou échec, mais ce que cette trajectoire révèle sur la capacité d'un État à tenir sa ligne. Plus de 150 villages ont été raccordés à l'électricité grâce à un programme solaire et plus de 300 000 personnes en bénéficient directement. Dans le même temps, une usine de transformation de tomates financée à 8 millions de dollars a inversé une logique d'exportation désavantageuse, en créant plus de 150 emplois directs. Ces trois repères ne disent pas tout, mais ils révèlent déjà l'architecture d'un changement. Au Burkina Faso, la souveraineté est présentée comme un outil de production, pas comme un discours. Ibrahim Traoré s'inscrit dans ce récit comme le visage d'une méthode: concentrer l'effort sur des projets qui rendent immédiatement visibles des effets dans la vie quotidienne. Et c'est précisément ce qui crée la tension centrale. Lorsqu'une transformation semble rapide, le monde veut savoir si elle est durable et à quel prix. Pour comprendre, mais il faut revenir à une situation de départ décrite comme une triple dépendance: alimentaire, énergétique et logistique. Les producteurs agricoles vendaient parfois à perte faute de débouchés et de capacité locale de transformation. Les importations de carburant rendaient l'énergie vulnérable, surtout dans les zones rurales, et l'accès aux marchés régionaux était freiné par des coûts de transport élevés, ce qui réduisait mécaniquement la compétitivité des produits burkinabés. Dans ce cadre, la promesse de rupture n'était pas de faire rêver, mais de faire tenir, garder la valeur ajoutée sur place, réduire les pertes et relier le pays au commerce régional. Un détail souvent sous-estimé aide à mesurer le virage: la tomate. Elle condense l'injustice d'un modèle où la matière première quitte le pays, revient transformée et puis est vendue plus cher à ceux qui l'ont produite. En installant une transformation locale, l'objectif n'était pas seulement économique, il est symbolique. C'est l'idée que l'indépendance se prouve dans une chaîne de valeur qui ne fuit plus systématiquement. Dès lors, la question posée au début peut se formuler autrement: si une nation sans ressources pétrolières majeures revendique le droit de devenir son propre miracle, quelle part de ce récit tient au projet et quelle part tient à la capacité politique d'Ibrahim Traoré à soutenir cette cadence? Pour rendre ces chiffres concrets, le récit s'accroche à une figure simple: un agriculteur qui, pendant des saisons entières, voyait une partie de sa récolte se perdre. Avant l'apparition d'une capacité locale de transformation, la tomate était une course contre le temps. Trop d'offres, pas assez d'acheteurs,
Des prix tirés vers le bas, puis la même matière première réapparaissait plus tard sous forme de conserve importée, vendue plus cher. Dans ce cycle, la perte n'était pas seulement financière, elle devenait une humiliation silencieuse. La mise en place de l'usine surnommée Red Gold Factory change cette scène de départ. Elle réorganise le rapport au produit. Le fruit n'est plus un déchet potentiel, mais une ressource stabilisée par un débouché. Les contrats plus réguliers créent une prévisibilité rare dans les économies rurales, et l'emploi industriel local ajoute une seconde source de revenus autour d'une même filière. Ce n'est pas un miracle, c'est une mécanique. Un second personnage apparaît, souvent sans être nommé, une mère de famille dans un village nouvellement électrifié. L'arrivée de la lumière le soir n'est pas un confort abstrait. Elle prolonge le temps d'étude des enfants, sécurise le stockage des aliments et permet au centre de santé de fonctionner avec moins d'interruptions. L'électricité devient une infrastructure sociale avant d'être un indicateur national. Ibrahim Traoré est lié à ces scènes parce que le récit officiel insiste sur une idée. La souveraineté ne se prouve pas dans les sommets, mais dans la routine. Et c'est là que se joue la question essentielle. Si ces projets tiennent, ils transforment la dignité en politique publique. Il y a d'abord une bascule nette. Au lieu de traiter la dépendance comme une fatalité, le pouvoir choisit de la traiter comme un chantier. Avant, le Burkina Faso apparaissait comme un pays enfermé dans des contraintes structurelles, coûts logistiques élevés, accès énergétique limité, agriculture exposée aux pertes et valeur ajoutée captée ailleurs. Après, le récit se réécrit autour d'une séquence d'actions qui se veulent cumulatives. Le premier mouvement n'est pas spectaculaire, il est stratégique. Identifier des points où une décision publique peut déclencher une chaîne d'effets mesurables. Le déclencheur s'exprime par une idée simple, garder la valeur sur place. Dans l'agriculture, cela passe par la transformation locale plutôt que l'exportation brute. La Red Gold Factory apparaît comme un symbole, mais aussi comme un test. Elle concentre plusieurs objectifs. Réduire le gaspillage, stabiliser les revenus des producteurs, créer des emplois industriels et prouver qu'une filière peut changer de statut. Ce n'est pas seulement une usine, c'est une réponse à une logique où la tomate et produite localement se dépréciait au moment même où elle devait enrichir ceux qui la cultivent. La transformation devient alors un acte politique parce qu'elle refuse la place assignée dans la chaîne de valeur. Le second mouvement est plus frontal, l'énergie. Le récit insiste sur un programme solaire qui connecte des villages auparavant marginalisés. L'effet recherché dépasse la simple alimentation électrique. Il vise à prolonger les heures d'activité, à faciliter le stockage et l'irrigation, à améliorer les services de santé et d'éducation, et à créer des emplois techniques sur place. Dans cette logique, l'énergie n'est pas un luxe, mais un multiplicateur. Un seul raccordement, puis une école qui ouvre plus tard, un centre médical qui tient la nuit, un atelier qui peut fonctionner, que une famille qui cesse de dépendre d'une lampe coûteuse. Chaque amélioration devient un argument en faveur d'une autonomie conçue comme infrastructure. Puis vient la pièce la plus visible, l'infrastructure routière. Avant, l'enclavement pesait comme une taxe permanente sur tout produit exportable. Les coûts de transport s'additionnaient aux risques et la compétitivité se dissolvait avant même d'atteindre le marché. Après, l'annonce d'une autoroute reliant le pays à la Côte d'Ivoire est présentée comme une rupture. Elle n'est pas décrite comme une simple route, mais comme une décision de souveraineté logistique. Réduire la dépendance à des corridors contrôlés par d'autres intérêts et réorienter le commerce vers une fluidité plus maîtrisée. Ici, le chantier devient un message. Le pays veut choisir ses accès, ses rythmes et ses marges.
Le point de montée en tension arrive quand ces projets cessent tellement d'être isolés et commencent à se répondre. L'usine donne une valeur à la production. L'énergie permet la conservation, l'irrigation, l'activité industrielle. La route réduit le coût d'atteindre les marchés. Les trois forment une même promesse. Créer une économie où la dignité n'est plus un mot mais une chaîne de décisions coordonnées. C'est dans cette coordination que le récit place Ibrahim Traoré, non comme un bâtisseur solitaire, mais comme l'agent politique d'une accélération capable de transformer des initiatives en trajectoires. Mais la séquence contient aussi un risque. Plus le rythme paraît rapide, plus le doute grandit sur la soutenabilité. D'où la question suspendue à ce stade. Ce modèle peut-il se financer et se gouverner sans retomber dans une nouvelle dépendance, simplement déplacée? Avant, moins de 10% des villages avec l'électricité. Aujourd'hui, le taux a dépassé 50%. Cela signifie des soirées d'études et des soins plus continus. Ce premier indicateur sert de colonne vertébrale au récit. L'électrification n'est pas présentée comme un luxe, mais comme une condition pour que le reste tienne debout. Lorsque la lumière devient stable, elle change le rythme d'un village avant même de changer la macroéconomie. Les écoles peuvent prolonger les cours, les familles conservent mieux les aliments, et les centres de santé évitent des ruptures de services. Ce gain, dans les zones rurales, agit comme un multiplicateur. On ne parle plus seulement d'un câble ou d'un panneau solaire, mais d'un temps social récupéré. Le deuxième indicateur traduit la même logique, mais sur le plan des échanges. Avant, les coûts logistiques pouvaient atteindre 30% du prix final. Aujourd'hui, ils sont tombés à 15%. Cela libère une marge réelle pour producteurs et petites entreprises. Dans un pays enclavé, cette réduction n'est pas un détail technique. Elle modifie la capacité d'un producteur à vendre au-delà de son marché local, elle réduit l'érosion des revenus par le transport, et elle rend plus crédible l'idée de chaîne de valeur régionale. Quand l'accès au marché devient moins coûteux, l'agriculture cesse d'être un secteur condamné à la survie. Elle peut redevenir un secteur d'investissement. Et c'est parce que la valeur ajoutée n'est plus absorbée par la logistique. Ce point rejoint directement l'infrastructure routière annoncée comme un corridor stratégique. Une autoroute n'est pas seulement une route, c'est une baisse durable du coût de l'ambition. Le troisième indicateur ancre le récit dans la transformation agricole. Le revenu moyen des agriculteurs a augmenté de 40% grâce à des contrats plus stables. Cela convertit l'incertitude saisonnière en sécurité financière relative. Cette progression est centrale parce qu'elle relie l'idée de souveraineté à la réalité la plus fragile, le revenu paysan. Elle suggère que la dignité, dans ce modèle, passe par la prévisibilité. Quand un agriculteur sait qu'une partie de sa production sera achetée, transformée et valorisée localement, il peut investir, planifier et réduire la dépendance aux intermédiaires. Ici, la Red Gold Factory n'est pas seulement un symbole, elle est un mécanisme de stabilisation. Elle transforme une perte habituelle, les tomates invendues, les prix cassés, en un produit qui existe dans une filière plus cohérente. Pris ensemble, ces trois repères dessinent un triangle: énergie, logistique, valeur ajoutée. Le récit insiste sur le fait que ces chiffres ne prouvent pas tout, mais qu'ils prouvent c'est quelque chose, un changement d'architecture. Ibrahim Traoré est associé à cette architecture parce qu'elle implique des priorités politiques, des arbitrages budgétaires et une volonté d'accélération. Là où le modèle est contesté, ce n'est pas sur l'existence des chantiers, mais sur leur durée. Peut-on maintenir l'élan, financer l'expansion et gouverner la complexité sans recréer une dépendance sous une autre forme? C'est précisément ce doute, plus que les chiffres eux-mêmes, qui prépare la suite. Le modèle décrit suscite des critiques qui, prises au sérieux, pointent deux fragilités plausibles.
Premièrement, certains observateurs estiment qu'une accélération aussi ambitieuse dans un pays aux ressources limitées peut conduire à une pression financière croissante. Ils ne contestent pas l'utilité des routes, de l'énergie ou de la transformation agricole. Ils interrogent la capacité d'un État à soutenir durablement ces chantiers sans s'exposer à une forme d'endettement qui finirait par réduire la marge de manœuvre politique. Autrement dit, l'autonomie proclamée pourrait se heurter à la réalité des coûts, surtout si la croissance productive ne suit pas au même rythme. Deuxièmement, la critique porte sur la stabilité à long terme. Même si des résultats existent, ils pourraient rester fragiles si l'infrastructure n'est pas consolidée par une base industrielle et administrative suffisamment robuste. Les sceptiques soulignent que des projets visibles peuvent masquer des difficultés de gouvernance, maintenance, transparence, coordination et continuité. Dans cette lecture, le risque est celui d'une trajectoire brillante au départ, mais vulnérable aux chocs internes ou aux pressions extérieures. La réponse du récit pro-souveraineté ne consiste pas à nier ces risques, mais à déplacer la comparaison. Il affirme que la dépendance permanente est, elle aussi, une forme d'échec budgétaire et politique. Elle prive le pays de valeur ajoutée, maintient des revenus agricoles faibles et fragilise l'accès à l'énergie. L'argument central est que l'investissement dans l'autosuffisance vise précisément à réduire, à terme, les coûts structurels de la dépendance. L'énergie solaire limite l'exposition aux importations de carburant. L'infrastructure réduit la taxe logistique. La transformation locale stabilise les revenus et crée des emplois. Dans cette logique, Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme l'homme qui promet l'absence de risque, mais comme celui qui choisit un type de risque plutôt qu'un autre, celui de l'action coordonnée contre celui de la stagnation. Le désaccord réel n'est donc pas moral, mais temporel. Les critiques craignent une facture future. Les défenseurs misent sur une capacité de résilience collective et sur des effets cumulés. Et c'est cette tension, plus que toute opinion, qui rend le modèle politiquement explosif. Tout change quand la valeur reste ici. Jusqu'ici, le récit pouvait sembler être une addition de projets, une usine, de l'énergie, une route. Mais le point de bascule apparaît quand ces éléments cessent d'être des initiatives séparées et deviennent un système. La transformation locale n'est plus un simple gain économique. Elle devient une façon de reprendre la maîtrise du temps, du prix et du destin d'un produit. La lumière solaire n'est plus seulement un service. Elle devient une condition pour produire, stocker, irriguer et apprendre. Et l'infrastructure n'est plus un ruban d'asphalte. Elle devient un levier pour que cette production puisse atteindre des marchés sans se dissoudre dans les coûts. C'est là que le détail souvent négligé devient central. La souveraineté n'est pas proclamée, car elle est fabriquée. Ibrahim Traoré est associé à ce renversement parce qu'il met l'accent sur une idée opérationnelle: réduire les fuites de valeur et multiplier les effets concrets dans les villages. Le miracle n'est plus une attente tournée vers l'extérieur. Il devient un protocole interne, mesurable, répétable. La question se déplace alors: si ce système tient, qui pourra l'arrêter et à quel prix politique? Pour mesurer ce que cette trajectoire change réellement, il faut quitter les slogans et regarder quatre groupes qui chacun reçoit une conséquence différente. Parfois un gain, parfois une contrainte nouvelle. C'est là que le récit prend sa densité. Un projet n'a pas le même sens pour l'État, pour une entreprise, pour un foyer rural ou pour l'équilibre régional. Pour l'État, l'effet immédiat est une montée en capacité. Quand l'accès à l'électricité passe de moins de 10% des villages à plus de 50%, l'administration cesse de gérer uniquement l'urgence et peut prétendre planifier. La baisse des coûts logistiques de 30% à 15% agit comme une réduction de friction économique.
Elle élargit la base fiscale potentielle, rend des filières exportables plus viables et renforce l'idée d'un État qui peut faire plutôt que seulement demander. Mais cette même dynamique augmente la responsabilité, maintenance, transparence, continuité des services. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré devient une référence politique parce que la réussite se juge moins sur l'annonce que sur la tenue dans la durée. Pour les entreprises, la route et l'énergie modifient l'équation du risque. Une entreprise locale gagne en prévisibilité lorsque les coupures diminuent et que l'accès aux marchés régionaux devient moins coûteux. Le récit souligne aussi un effet d'image. Des investisseurs étrangers, auparavant hésitants face à l'absence d'infrastructures fiables, peuvent reconsidérer le pays comme une opportunité. Mais l'ouverture a son revers. Plus d'investissement signifie aussi plus d'exigences, de concurrence et de pression pour aligner les normes de gestion. La souveraineté économique n'efface pas la mondialisation. Elle cherche à y entrer avec un rapport de force moins défavorable. Pour les citoyens, surtout en zone rurale, la conséquence est souvent intime. Une lumière stable change l'étude, la conservation des aliments, la sécurité et le fonctionnement des soins. Dans l'agriculture, la transformation locale agit comme une assurance contre l'effondrement des prix. L'augmentation de 40% du revenu moyen des agriculteurs, liée à des contrats plus stables, se traduit en décisions concrètes. Scolariser un enfant plus longtemps, acheter un outil, réduire une dette. Ce gain reste fragile, mais il déplace l'horizon. La dignité devient un fait économique. Enfin, à l'échelle régionale, l'autoroute vers la Côte d'Ivoire et la logique de chaîne de valeur interne redessinent les flux. Un Burkina Faso plus connecté peut renforcer le commerce régional et influencer d'autres pays du Sahel qui cherchent des modèles d'autosuffisance. Mais cette influence attire aussi des réactions: concurrence politique, inquiétude sur l'exemple et pression internationale sur la manière dont le pays finance et gouverne cette accélération. Ainsi, la révélation du milieu du récit prend son sens. La question n'est plus quels projets existent, mais quel rapport de force ils fabriquent. Et c'est précisément là que l'expérience portée autour d'Ibrahim Traoré devient un test, non seulement pour un pays, mais pour l'idée même d'indépendance dans un monde interdépendant. Sur les 6 à 12 prochains mois, la trajectoire décrite peut se décliner en trois scénarios, non comme des prophéties, mais comme des chemins conditionnels. Chacun dépend d'un même noyau, la capacité à consolider les projets sans perdre le contrôle financier, administratif et politique. Dans un scénario de continuité prudente, le Burkina Faso poursuit la consolidation progressive. L'électrification s'étend par vagues, les effets sur l'éducation et la santé continuent à se stabiliser, et la transformation agricole garde son rôle de preuve visible. L'infrastructure routière avance, réduisant encore la friction commerciale, mais à un rythme compatible avec les ressources disponibles. Ibrahim Traoré, dans cette hypothèse, doit surtout éviter la rupture de confiance car l'élan repose sur l'idée que les résultats restent tangibles. Dans un scénario plus favorable, les projets s'articulent de plus vite que prévu et déclenchent un effet cumulatif. L'énergie facilite de nouvelles micro-industries locales, la transformation agricole s'étend à d'autres produits. L'économie numérique prend une place plus visible dans la vente et la circulation des biens. L'image extérieure s'améliore, attirant davantage d'investissements, et une classe moyenne émergente renforce la stabilité sociale. Le risque principal est alors celui de la surchauffe. Une expansion trop rapide peut dépasser les capacités de gouvernance. Dans un scénario plus sombre, un choc interne ou externe ralentit brutalement la dynamique. Tensions politiques, difficultés économiques
ou pression internationale accrue. Les projets restent visibles, mais leur continuité se fragilise. Maintenance insuffisante, difficulté de financement ou perte de coordination. Dans ce cas, le récit de souveraineté est attaqué sur sa promesse principale, la durabilité. L'échec ne serait pas seulement économique, il deviendrait symbolique, car il remettrait en cause l'idée qu'une rupture est possible sans coût excessif. Une recommandation de lecture s'impose. Penser en chaîne plutôt qu'en événement. Si l'énergie, la logistique et la valeur ajoutée restent alignées, le modèle se renforce. Si l'un des trois se fissure, tout le reste devient vulnérable. Pour le public qui observe de l'extérieur, l'histoire du Burkina Faso ne se résume pas à un débat géopolitique. Elle agit comme un miroir parce qu'elle pose une question simple. Qu'est-ce qui change vraiment quand un pays décide de ne plus attendre? Et cette question touche au moins trois types de spectateurs, chacun pour une raison différente. D'abord, ceux qui vivent dans des sociétés où l'aide, les subventions ou les financements extérieurs structurent déjà le quotidien peuvent tout retenir un déplacement mental. L'idée que la dignité passe par des mécanismes concrets, produire, transformer, connecter, et non par des déclarations. Le changement n'est pas spectaculaire, il est cumulatif. Ensuite, les entrepreneurs, les travailleurs, et tous ceux qui raisonnent en termes de chaîne de valeur peuvent retenir une leçon directe. Tant que la valeur ajoutée quitte le territoire, l'économie locale reste fragile. Une usine de transformation ou une baisse des coûts logistiques ne sont pas des détails, ce sont des leviers qui changent la capacité d'un acteur à planifier et à investir. Dans cette lecture, la souveraineté devient une compétence économique. Enfin, ceux qui s'intéressent à la politique comme art du possible peuvent maintenant voir Ibrahim Traoré comme un test. Peut-on maintenir un récit d'action sans glisser vers la promesse excessive et sans perdre la transparence qui rend l'action crédible? Deux gestes simples peuvent accompagner cette observation. Regarder toujours les effets sur la vie quotidienne, pas seulement les annonces, puis suivre la continuité. Car ce qui compte n'est pas le lancement, mais la maintenance. Pour que la dynamique décrite ne reste pas une séquence d'exploits ponctuels, une feuille de route apparaît implicitement dans le récit. Des étapes simples, vérifiables et reliées à des indicateurs concrets. L'objectif n'est pas d'ajouter de nouvelles promesses, mais de rendre les projets soutenables. Dans un premier temps, l'État et les opérateurs locaux consolident l'électrification existante. Maintenance, pièces de rechange, formation technique avec une mesure simple, la stabilité du service et l'extension progressive du taux de villages alimentés. Cette étape protège le socle, car sans énergie fiable, les gains agricoles et sanitaires se fragilisent. Ensuite, les acteurs agricoles, avec l'appui des autorités, sécurisent des contrats plus réguliers autour de la transformation locale en suivant la régularité des volumes transformés et la stabilité des revenus agricoles. La Red Gold Factory sert ici de modèle. La priorité n'est pas seulement produire, mais vendre sans perdre la valeur. Puis, les autorités renforcent l'interconnexion logistique là où l'impact est maximal, en surveillant l'évolution durable des coûts logistiques et des délais de transport. La baisse déjà évoquée de 30% à 15% devient un repère à maintenir, pas un trophée. Dans le même esprit, renforcer la transparence et la responsabilité devient indispensable. Suivi public des chantiers, audits et participation de la société civile avec une mesure attendue, la continuité des projets, la confiance sociale et la réduction des dérives. Cette étape est centrale car la souveraineté se perd aussi par l'opacité. Enfin, la diversification reste un horizon continu. Intégrer l'éducation, la santé et l'économie numérique comme relais de croissance
en observant l'accès aux services et la création d'emplois locaux. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré est jugé sur une seule chose, la capacité à transformer l'élan en système et le système en durée. Au bout du récit, il reste moins une idéologie qu'une scène. Un agriculteur qui ne regarde plus sa récolte comme une perte annoncée et une famille qui ne voit plus la nuit comme une interruption. La tomate transformée localement et la lumière solaire dans un village ne sont pas de grands symboles abstraits. Ce sont des preuves modestes mais insistantes que la dignité peut devenir une politique publique quand elle se traduit en routine concrète. Ibrahim Traoré est associé à cette bascule parce que le récit insiste sur la même logique répétée sans décor. Garder la valeur, réduire la dépendance, relier le pays et faire apparaître des résultats visibles avant de réclamer la confiance. Cela n'efface pas les risques, ni les tensions, ni les pressions, mais cela change la position mentale d'un peuple. L'avenir n'est plus une demande adressée au monde, il devient une responsabilité portée de l'intérieur. La souveraineté se prouve dans la durée. Et si ce modèle tient, ce ne sera pas parce qu'il promet le miracle, mais parce qu'il apprend à le fabriquer chantier après chantier, lumière après lumière, saison après saison. Ce récit n'oblige pas à applaudir ni à rejeter. Il invite surtout à observer autrement, non pas en cherchant un héros parfait, mais en suivant une méthode. Ses effets et ses limites. Le Burkina Faso y apparaît comme un laboratoire de souveraineté appliquée, où la valeur ajoutée, l'énergie et la logistique deviennent des choix politiques visibles. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'est pas seulement un nom, il est un point de fixation qui révèle comment une nation tente de remplacer l'attente par l'action. Pour le public, l'essentiel est peut-être ailleurs. Garder un regard exigeant, comparer les annonces à la continuité et juger la trajectoire sur la maintenance, la transparence et la stabilité des gains pour les citoyens. Si cette histoire vous a intéressé, une seule chose mérite d'être partagée. La question, pas le slogan. Alors, selon vous, qu'est-ce qui définit vraiment l'indépendance aujourd'hui? L'absence d'aide ou la capacité à produire et transformer par soi-même?